Les 7 habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, pour moi, c'est le meilleur livre de développement personnel jamais écrit. C'est ma bible de développement personnel. Je l'ai lu tellement de fois, il est tout usé. Il m'a suivi partout à travers le monde. Et pour moi, c'est un livre beaucoup plus que sur la productivité. C'est à propos d'être un meilleur être humain. Donc, si ça t'intéresse de te lancer un business en ligne comme j'enseigne sur ma chaîne ici, c'est d'autant plus important de lire un livre comme celui-ci parce que ça te donne toutes les fondations pour avoir du succès en tant que personne. Et c'est seulement à ce moment-là que n'importe quelle tactique marketing va fonctionner parce que la base et les valeurs que tu as sont bien en place. Donc, dans cette vidéo, je vais te résumer les 7 habitudes que je connais sur le bout de mes doigts parce que je les ai lues chaque année. Donc, allons-y. Numéro 1, l'habitude, c'est l'habitude de la proactivité. Et la plupart des gens ne comprennent pas c'est quoi être proactif en réalité. Ils pensent que c'est tout simplement de voir qu'une tâche doit être faite et que sans attendre, on va la faire tout de suite et qu'on prend l'initiative de la faire. Donc, la proactivité, ce n'est pas nécessairement l'initiative. La proactivité, comme l'auteur Stephen Covey l'explique, c'est de choisir sa réponse au lieu de réagir. Donc, dans la vie, on est souvent en réaction. Hein? Réagir, ça veut dire que quelque chose nous arrive et là, on ne se contrôle pas et on agit d'un coup sans réfléchir. C'est ça la réaction. Par contre, choisir sa réponse, tout est dans le choix. On peut choisir comment on va agir selon une certaine situation. Donc, si quelqu'un t'insulte au visage, ben, tu as plein de choix. Tu peux le réinsulter, tu peux le frapper, tu peux ne rien dire et figer, tu peux lui dire « Est-ce que ça va? Est-ce que je peux t'aider? » Tu peux appeler la police, tu peux te sauver et t'en aller de l'autre côté. Il y a plein de choix qui peuvent être faits. Et Covey dit qu'il y a un espace entre le stimulus et la réponse et que la clé se trouve ici. Donc, le stimulus, c'est tout simplement ce qui arrive vers nous. Quelqu'un nous dit quelque chose. Eh bien, ce n'est pas instantané qu'on agit après ça. Il y a toujours un petit temps où on peut choisir notre réponse, un petit espace entre les deux, qu'il soit quelques millisecondes ou qu'il dure 1 minute. On peut prendre le temps de choisir notre réponse, peu importe la situation. Et quand on choisit nos réponses, eh bien, on n'est plus autant en réactivité envers la vie. Et c'est aussi important de le voir par rapport à ce que Covey appelle le cercle de préoccupation et le cercle d'influence. Donc, le cercle de préoccupation, c'est tout ce qui nous préoccupe et qui est hors de notre contrôle. Des situations, des climats, des conditions sur lesquelles on n'a pas le contrôle, mais pourtant, c'est là où on met la majorité de notre énergie. Donc, je ne peux pas contrôler s'il y a une tempête de neige alors que je dois aller à un meeting important. C'est le climat, c'est une condition qui est hors de mon contrôle, mais pourtant, c'est là où on va fumer, où on va réagir le plus fortement, on va être de mauvaise humeur à cause de ça. Par contre, notre cercle d'influence, c'est tout ce qu'on contrôle. Nos attitudes, nos réponses, nos valeurs, c'est les choses qu'on contrôle et on devrait mettre toute notre attention là-dessus et le moins possible sur notre cercle de préoccupation. Donc, mettre notre énergie sur notre cercle d'influence et appliquer le principe de la proactivité qu'on choisit notre réponse. Et on choisit notre réponse peu importe si c'est de notre faute ou si ce ne l'est pas. Donc, par exemple, si quelqu'un laisse un enfant nouveau-né devant ta porte et qu'il l'abandonne là, mais ce n'est pas de ta faute si l'enfant est là, mais c'est quand même de ta responsabilité de t'en occuper. Tu ne vas pas le laisser là à dire « Ah ben c'est pas moi qui l'ai mis là, donc je ne suis pas responsable ». Donc, dans la vie, on a beaucoup de responsabilités. En anglais, c'est « responsible ». Donc, Covey dit « response ». Être capable de choisir sa réponse, c'est la racine de la responsabilité. Donc, en gros, cette habitude-là, c'est de prendre responsabilité de tes réponses. Et si tu fais ça, ta vie va être beaucoup plus merveilleuse. Tu vas être moins en réactivité à la vie. Habitude numéro 2, c'est de commencer
par la fin, de garder en tête le but final, si on veut. Donc, l'analogie de Covey dans le livre, c'est que c'est comme si tu assistais à tes propres funérailles là, en tant qu'esprit qui flotte là, par-dessus et tu essaies d'imaginer qu'est-ce que les gens vont dire de toi. Et plus précisément, qu'est-ce que les gens qui sont importants dans ta vie vont dire de toi. Tes enfants, ton partenaire, tes collègues, tes amis, qu'est-ce qu'ils vont dire quand ils vont faire un petit speech, là? Et aussi, qui va vraiment se présenter à tes funérailles? Est-ce que tes collègues vont y être? Est-ce que tes amis vont y être? Est-ce que les gens vont y être? Et ensuite, de t'imaginer ce qu'ils vont dire et prendre ça comme base pour ta vie. Te dire, est-ce que ce que je fais en ce moment m'amène vers ce but-là, m'amène vers cette conclusion-là? Est-ce que les gens vont vraiment dire ça de moi par rapport à ce que je fais présentement? Donc, si tu travailles trop et que tu n'es pas souvent à la maison, mais que là, à tes funérailles, tu aimerais ça que ton partenaire dise tu étais une personne aimante, toujours présente pour nous, qui nous écoutait. Mais là, il faut que tu te demandes, est-ce que ce que je fais en ce moment va amener à la réalisation de cette vision-là? Et j'aime l'analogie des funérailles parce que souvent, on peut penser à nos buts justement en termes business, en termes de ce qu'on veut accomplir en tant qu'individu, mais parfois, on va oublier la famille, on va oublier nos relations qui sont des buts encore plus importants parce qu'à la fin, c'est ça nos buts principaux qui vont être les plus importants. Les relations qu'on a avec les gens de notre famille, nos amis, c'est ça qui va rester à la fin. Donc, il faut mettre une grande attention là-dessus. Donc, garder le but final et reculer de ce but final-là pour s'assurer qu'on atteint vraiment ce but-là. Parce que des fois, on perd notre but de vue. On est dans le quotidien et on est en mode automatique, on fait ce qu'on a à faire, mais on ne se pose pas la question, est-ce que ce que je fais est vraiment dans l'atteinte de mon vrai but? Donc ça, c'est l'habitude numéro 2. L'habitude numéro 3, c'est prioriser l'important et non l'urgent. Donc, Covey va montrer un petit cadran, là, justement, de 4 petits carrés ici. Le premier axe, c'est ce qui est important ou sans importance. Et le deuxième axe, c'est ce qui est urgent et non urgent. Et il dit que la plupart des gens vont mettre tous leurs efforts dans le cadran 1 et le cadran 4. Le cadran 1, c'est ce qui est urgent et important. Et le cadran 4, c'est ce qui est sans importance et non urgent non plus. Hein? Si on est honnête avec nous-mêmes, on passe beaucoup de temps dans ce qui n'est pas important, pas urgent. C'est la procrastination. Hein? On veut faire des choses faciles, on veut se divertir. Donc, ça passe par regarder ses courriels. Ça passe par faire un checklist avec 10 points, mais on sait pertinemment que le point numéro 1, c'est vraiment le plus important, la chose la plus grosse qu'on devrait faire, mais on fait seulement cocher les trucs faciles qui se font en 2 minutes. Donc là, on a coché 9 trucs sur 10 et là, on se sent comme si on avait accompli quelque chose de gros, que finalement, la journée a été productive, mais en réalité, on se ment à nous-mêmes. On sait qu'il y avait seulement une chose vraiment importante et que c'est la seule chose qu'on n'a pas fait. Et ça, c'est une autre façon de procrastiner. Et le cadran 1, ce qui est urgent, ben ça aussi, c'est ce qu'on fait le plus souvent parce qu'on passe du temps à éteindre des feux. Quand quelque chose est urgent, il faut le faire tout de suite. Là. Il y a une limite de temps, il y a un deadline qui s'en vient rapidement et on se concentre là-dessus. Mais le problème, c'est que le seul cadran sur lequel on devrait mettre le plus d'énergie, c'est le cadran numéro 2, ce qui est important, mais pas urgent. Parce que ce qui est urgent, ça concerne souvent les priorités des autres. Hein? Quand on doit respecter un deadline, c'est probablement parce qu'on a un client qui veut recevoir un service ou un produit. Il faut s'assurer qu'il soit satisfait, il faut s'assurer qu'il l'ait, qu'il le reçoive. Mais ça, c'est sa priorité à lui d'avoir ce produit-là, pas la tienne. Donc souvent, on passe jamais de temps dans le cadran à faire des choses qui sont importantes mais pas urgentes. Et c'est là qu'on perd un peu nos objectifs, nos valeurs, le but qu'on a dans la vie. Là. Ce que les gens diraient à notre funéraille, mais on finit par le perdre parce qu'on ne passe pas de temps dans l'important. Qu'est-ce qui est important? De prendre du recul de façon pas toujours quotidienne, mais souvent prendre du recul pour s'assurer que est-ce que j'atteins mes buts? De prendre du temps pour sa famille, de prendre du temps pour ce qui est réellement important pour nous, de mettre des systèmes en place pour optimiser notre vie et pas être tout le temps en réaction et à
éteindre des feux. Donc ça, je pense que cet exemple-là n'est pas dans le livre, mais c'est un exemple parfait. Il y avait le patron de Starbucks qui allait visiter certaines succursales, OK? Donc, c'était su que le CEO de Starbucks allait arriver dans la succursale. Et quand il arrive devant, il voit que le logo de Starbucks, il manque. Il y a certaines ampoules qui sont brûlées. Donc là, il y a des lettres qui ne s'allument pas. Donc lui, il se dit, oh, c'est mauvais pour notre image de marque. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? C'est entrer dans le magasin tout fâché, dire « Qui est le manager? Je veux lui parler. Comment ça que ça s'est brûlé? Ça fait combien de temps que c'est comme ça? Allez régler ça tout de suite. » Donc ça serait la façon urgente d'agir envers ce problème-là. Mais qu'est-ce qu'il a fait au lieu? C'est qu'il a sorti son téléphone, il a appelé la maison mère et il a dit « C'est quoi notre processus? C'est quoi notre système quand des ampoules sont brûlées dans nos enseignes? » Et lui, il a compris que ça, c'est l'important de dire, est-ce qu'on a un système en place pour faire en sorte que nos enseignes sont remplacées le plus vite possible pour que notre logo soit bien allumé et que notre image de marque soit bien protégée à cause de ça. Donc, si tu focuses sur l'urgent, ben, tu vas dire, il faut remplacer les ampoules de celui-ci, ce signe-là en particulier, tandis qu'il y en a peut-être des centaines d'autres succursales dans le monde qui ont exactement le même problème et que ce problème-là n'est pas réglé. Donc, tu vois un peu c'est quoi de mettre tout dans l'importance, le cadran important mais pas urgent. Ça, souvent, on passe pas assez de temps là-dessus. Donc, si on continue, habitude numéro 4, c'est de penser gagnant-gagnant. Dans notre société, on pense souvent qu'il y a toujours des gagnants et des perdants, qu'on ne peut pas avoir tout le monde gagnant. Hein? C'est la même chose aux Olympiques, il y a plein de perdants, il y a des gagnants. Et dans nos relations, c'est la même chose. On pense qu'il faut souvent faire des compromis, mais le mot compromis est associé au mot perdant. Si je compromets quelque chose, c'est que je ne suis pas gagnant dans ma vision et dans ce que je voulais. Donc, exemple, disons qu'un couple est en vacances et que la femme propose à son mari « Hey, j'aimerais vraiment qu'on passe une semaine chez mes parents parce qu'ils ont décidé de déménager ailleurs dans le monde. Donc, ça va être notre dernière occasion de les voir tous ensemble avant que ça soit plus compliqué de se voir en personne. » Donc, pour le mari, lui, ben, c'est pas ce qu'il voulait. Lui, il voulait aller dans son chalet, faire de la pêche, relaxer sur le lac. Donc, pour lui, c'est une proposition perdante. Aller chez mes beaux-parents, vivre des moments malaisants, mal dormir. Pour lui, c'est une proposition perdante. Mais pour la femme, c'est une proposition perdante s'ils vont au chalet et que finalement, lui, il fait de la pêche, mais qu'elle ne peut pas voir ses parents et que c'était sa dernière occasion. Eh bien, c'est une proposition perdante pour elle aussi. Donc, les deux commencent à avoir une querelle ensemble de « La famille est plus importante, tu penses juste à toi, puis finalement, j'ai jamais eu de congé, je travaille tellement fort. » Puis là, finalement, les deux s'engueulent ensemble. Mais ils ont juste pas pensé qu'il y avait d'autres options. Souvent, on pense qu'il y a juste l'option A ou B, oui ou non, blanc ou noir, mais souvent, il existe une option 3, une option 4, une option 5 qu'on ne voit pas parce qu'on est voilé par nos propres opinions, par notre propre façon de voir le monde. Donc, dans cette situation-là, c'est super facile. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'est pourquoi on n'inviterait pas les parents au chalet. Comme ça, la femme va pouvoir passer une semaine avec eux quand même et l'homme va pouvoir quand même aller sur le lac, pêcher et relaxer et tout le monde va être content. Et ça, c'est une situation gagnant-gagnant. Il n'y a pas eu de compromis. On a simplement trouvé une troisième option qui n'existait pas au départ, mais on l'a trouvée ensemble. Donc, des fois, il semble qu'une situation est sans issue, que c'est impossible que tout le monde gagne, mais c'est toujours possible de trouver, d'être créatif et de trouver une troisième option. Ce que Covey appelle le win-win or no deal. Donc, ça veut dire que si on n'arrive pas à trouver une option gagnant-gagnant, on annule tout simplement le deal, on ne fait aucun des deux parce que ça ne vaut pas la peine de faire du gagnant-perdant. La 5e habitude, c'est de chercher d'abord à comprendre et ensuite à être compris. Ça, c'est la plus difficile de toutes les habitudes parce que on vit dans notre tête 24 heures sur 24. On a nos propres pensées, on a notre propre façon de voir le monde, nos propres opinions et on juge tout selon ça dans notre tête. Donc, quand on écoute quelqu'un, on juge ça selon ce qu'on connaît, ce qu'on a vécu, nos expériences. Et puis souvent, on écoute en pensant dans notre tête qu'est-ce qu'on va lui répondre et on n'écoute pas réellement la personne.
Donc, c'est pas juste une question de communication où il faut être capable de répéter à la personne qu'est-ce qu'elle nous a dit, hein, comme on dit de l'écoute active, mais c'est carrément de se mettre à la place de la personne, de l'écouter et de se dire, est-ce que je comprends réellement son point de vue? Est-ce que je comprends son background, de où elle vient, de pourquoi elle a ces opinions-là, de comment elle se sent pour vraiment comprendre la personne et pas juste son point de vue, mais la comprendre en un tout. Et seulement après ce moment-là, on essaie de se faire comprendre nous-mêmes. Hein? On saute trop souvent à l'occasion de vouloir dire nos opinions, de se faire comprendre en premier, de dire que nos façons sont meilleures, mais on est pris dans nos propres autobiographies et dans ce temps-là, les gens ne se sentent pas écoutés. Et comme Covey dit, ce n'est pas seulement de la façon qu'on écoute et qu'on répète et qu'on fait de l'écoute active, mais 90% de ça passe par le physique, d'être vraiment émotionnellement investi, pas juste avec ses oreilles, mais avec ses yeux, avec son cœur, dans la personne. Je sais que c'est cheesy un peu, mais c'est quand même ça, c'est vrai aussi. Il faut vraiment tous s'investir en la personne pour vraiment la comprendre. Et ça, on peut tous s'améliorer là-dedans. On n'est jamais parfait là-dedans. Et c'est bon d'en prendre conscience pour son écoute. Donc, si on continue, l'habitude numéro 6, synergiser. Je ne sais pas si je peux vraiment traduire ça de cette façon-là, mais c'est un peu de prendre l'habitude numéro 4 et numéro 5 et de les mettre vraiment en pratique, de faire en sorte d'avoir une collaboration créative qui va donner plus que ce qu'on aurait pu faire seulement par nous-mêmes. C'est d'éliminer l'esprit de compétition, l'esprit de rareté, notre autobiographie, notre vision unidimensionnelle du monde, parce que oui, c'est unidimensionnel, on n'a que nos expériences, nos valeurs, nos visions, et c'est seulement en les partageant avec les autres et qu'eux nous les partagent qu'on peut créer quelque chose de plus grand. Ce que Covey dit, 1 plus 1 égale 3 ou 1 plus 1 égale 100, c'est en synergisant, en trouvant justement l'écoute et trouvant les solutions ensemble qu'on peut créer quelque chose de plus gros. Donc, c'est de mettre en pratique ces deux derniers-là. Et le dernier, le numéro 7, c'est, si je traduis mot pour mot, c'est déguiser la scie, déguiser la hache, tout simplement de se renouveler. Hein? Parce que toutes ces habitudes-là, si on les fait, ça peut nous apporter du bien, mais parfois, par contre, il ne faut pas s'oublier soi-même. Hein? Si on prend une hache et qu'on coupe des arbres, semaine après semaine, mois après mois avec la même hache, on avait beau être efficace pour couper nos arbres, mais si on n'aiguise pas notre hache, ce qu'on faisait qui nous donnait du succès au début ne fonctionnera pas aussi bien parce qu'on ne s'est pas occupé de l'outil, d'entretenir l'outil. Et ça, c'est juste une métaphore. Parce que l'outil, c'est nous-mêmes, en fait. L'outil, c'est soi. Il faut prendre soin de soi. Si tu es proactif et tu essaies vraiment de comprendre les autres avant de te faire comprendre et tu penses win-win et tu gardes, tu priorises ce qui est important, mais tu ne prends pas soin de toi, tes nouvelles compétences vont se dégrader parce que ton outil, toi-même, ne sera pas à son meilleur. Donc, pour Covey, il y a 4 facettes. Il y a la facette physique, mentale, spirituelle et sociale. Il faut prendre soin des 4. Donc, la facette physique, c'est super simple. C'est tout simplement de faire du sport, d'avoir une bonne alimentation. C'est rien de nouveau, mais est-ce que tu es parfait pour ça? Je suis prêt à parier qu'il faudrait que tu fasses plus de sport, il faudrait que tu t'alimentes mieux. Il faut en prendre soin parce que si notre corps ne suit plus, on ne sera plus aussi utile. Le deuxième, mental, souvent quand on finit d'aller à l'école, quand on a terminé l'école, eh bien là, on n'est plus aussi actif mentalement, on n'apprend plus autant. Donc, il faut continuer de lire des livres. C'est pour ça qu'on lit des livres comme ça, pour devenir meilleur, pour s'améliorer, pour rester sharp mentalement, apprendre des nouvelles choses, renouveler nos connaissances. C'est important, ça aussi. La troisième facette, spirituelle, même si tu n'es pas quelqu'un de religieux, c'est tout simplement se reconnecter avec de la musique, avec la nature, avec la méditation, juste pour réaliser qu'on est quelque chose, qu'on fait partie de quelque chose de plus grand, que cette terre-là, il n'y a pas juste nous autres, il y a une infinité, il y a un espace vaste autour de nous et se reconnecter avec ça, se reconnecter avec la nature.
C'est quelque chose de spirituel aussi. Et le numéro 4, c'est social. C'est s'assurer que tu as des bonnes relations sociales. Comme j'avais dit, si tu passes trop de temps à travailler et tu négliges ta famille, tes amis, bien là, tu viens de débalancer. Il y a un débalancement dans ces 4 facettes-là. Donc, il faut que tu t'assures d'avoir une bonne relation avec ta famille, tes amis, les gens qui sont importants pour toi. La facette sociale peut être aussi appelée émotionnelle, hein? Parce que tout ça passe par l'émotionnel. On est une espèce sociale. On n'est pas fait pour vivre seul. On est des créatures sociales, donc il faut prendre soin de ça aussi. Donc, voilà les 7 habitudes, la proactivité, garder en tête le but final, prioriser ce qui est important, pas ce qui est urgent, penser gagnant-gagnant, écouter et comprendre avant de se faire comprendre, synergiser et renouveler de façon équilibrée, aiguiser notre hache. Si tu mets ça, tout ça en place, là, tu vas être un être humain exceptionnel pour les gens autour de toi, pour tes clients. Si tu fais de la business, si ça c'est en place, là, tu vas pouvoir réussir dans n'importe quel domaine. Tu auras juste à changer tes stratégies, tes façons de faire selon le domaine, mais la base va être solide ici. Donc, si ça t'intéresse d'avoir un business en ligne, d'enseigner ta passion comme ce que j'enseigne sur cette chaîne ici, je t'encourage fortement à prendre mon guide gratuit qui s'appelle le guide ultime de l'entrepreneur minimaliste. Tu vas pouvoir y appliquer tous ces principes-là de minimalisme, de proactivité, de prendre ce qui est vraiment important et de mettre tout son focus, toute son énergie là-dessus. Mon guide est à propos de ça. C'est mon expérience à faire un business en ligne qui me rapporte plus de 100 000 $ par année et je te partage ce qui a été important pour moi et ce qui a été pas important. Ce que tu peux éliminer qui a l'air urgent mais qui n'est pas important et ce que tu dois garder, le peu que tu dois garder pour avoir un business en ligne qui va durer longtemps, qui va te rapporter beaucoup d'argent, qui va te permettre de travailler moins. Donc, tout ça, c'est dans ce guide-là. C'est gratuit. Tu peux l'avoir juste, premier lien dans la description. Et si tu veux continuer à me suivre et avoir des conseils business et pour devenir une meilleure personne en développement personnel comme ça, eh bien, abonne-toi à ma chaîne pour que je puisse t'inspirer semaine après semaine. Donc, merci d'avoir écouté et on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo.